Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Equipowa, la chaîne qui parle canasson. Aujourd'hui, je m'attaque à un phénomène que tout cavalier connaît, le mépris mutuel des cavaliers entre eux et tout particulièrement de ce qui se passe entre western et classique. On va faire ça simplement en mettant face à face la selle western et la selle classique comme vous avez dû le voir dans le titre, en se demandant laquelle est la mieux pour notre cheval. Je précise évidemment qu'il existe beaucoup de selles différentes, mais ces deux-là c'est quand même largement les deux majoritaires sur notre cher globe, donc c'est plutôt logique de les choisir, vous comprendrez bien. Pour le background, sachez que je suis adepte de la selle anglaise. J'ai toujours monté avec celle qui me paraît naturelle, celle qui est logique dans ma tête, mais je vais essayer d'être impartiale. Ceci dit, en plus d'être une cavalière européenne archi banale qui a toujours monté comme tout le monde en selle classique anglaise, je suis aussi un petit peu une traîtresse parce que le western m'a toujours attirée. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis posé la question à la base et je pense que Heartland n'y est pas pour rien, parce que bon, ça m'a clairement matrixé le cerveau à un moment donné de ma vie. Deuxième précision, j'insiste, je n'ai pris aucun parti pendant mes recherches, j'ai vraiment essayé d'être la plus impartiale possible pour savoir mais quelle selle est la meilleure au final. Donc on se demande souvent quelle monte est la mieux entre western et classique. Nous on va pas s'intéresser à la monte parce que c'est un petit peu trop compliqué pour le moment. On va s'intéresser aux selles. Tout le monde se tape dessus à ce niveau-là. Moi j'ai pas trop d'avis pour l'instant, mais on va s'en faire un tous ensemble. Qui de la selle western et de la selle classique remportera ce duel? Je vous laisse mettre vos pronostics en commentaire et on verra qui a raison. On va diviser ce podcast en globalement deux grosses parties. Donc la première ce sera l'explication de ce que sont ces deux selles globalement, parce que tout le monde ne sait pas forcément. Et la deuxième partie, ce sera vraiment le développement, les recherches et les réflexions finalement. Donc première partie, on va commencer en toute logique par les bases, en définissant nos deux protagonistes du jour, western et classique. Et on va y aller tout de suite en commençant par la western, parce que les invités d'abord. Notre selle western, donc, elle est souvent utilisée en monte western, vous vous en douterez, logique, et pour les noobs, c'est tout simplement la selle du cowboy. Après, dans le game du western, il existe beaucoup de types de selle western. Nous, on va s'intéresser au plus mainstream, la plus standard, la type western pleasure, parce que c'est celle qu'on rencontre le plus en loisir, et que sinon, on va jamais s'en sortir. Comme vous pouvez le constater, elle est beaucoup plus imposante et lourde que la classique. Pour info, elle pèse en général entre 15 et 25 kg, ce qui n'est pas rien quand on voit ce que ça ajoute sur le dos du cheval. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Au niveau de sa forme, elle a une assise profonde avec un trousquin qui est en gros le dossier, beaucoup plus haut que la classique, à la base dans un souci de confort sur de longues sorties et de stabilité pendant les activités. Petit rappel, c'est caricaturalement la selle des cow-boys. Bon, je vous l'accorde, il n'y en a plus beaucoup maintenant, mais elle devait donc être adaptée aux tris de bétail et aux longues transhumances, donc vraiment les activités de cow-boy finalement. La transhumance, c'est en gros le transfert du bétail des terres des beaux jours à celles d'hiver et inversement, et c'est souvent des marches de plusieurs jours qui attendent les cavaliers et les chevaux. Donc tant qu'à faire, autant être bien assis. Ensuite, cette selle western, elle a un gros pommeau à l'avant pour se tenir à l'occasion, mais surtout avoir de quoi bloquer le lasso s'il faut attacher un taureau. Bon, en vrai, c'est complètement caricatural ce que je dis, parce que du coup, je suis pas du tout une cavalière western, donc moi, le lasso, si vous voulez, j'en côtoie pas beaucoup, quoi. Mais bon, après c'est de notoriété publique, donc on peut en parler. Donc pour en revenir à notre histoire de lasso, plutôt que de le tenir à la main au risque de partir avec le taureau, parce que un taureau ça pèse quand même son poids, on fait 2 tours du pommeau, hop, c'est sécurisé et on n'en parle plus. En vrai 2 tours, j'en sais rien, c'est le principe. Cette selle, elle a aussi de longues étrivières avec des étriers imposants, la jambe est donc très descendue et on n'est théoriquement pas censé être en contact en permanence avec le ventre du cheval, contrairement à la selle anglaise. Et on le verra par la suite, mais c'est d'ailleurs la principale différence en fait entre selle anglaise et selle western, c'est le contact et la proximité avec le cheval. Ce qui accompagne toujours ces selles, c'est un gros tapis très épais qui sert de joint entre la selle et le cheval. On l'utilise aussi en classique de temps en temps pour servir d'espèce d'énorme amortisseur, ce qui n'est pas forcément adapté, mais on en a tous déjà rencontré dans les clubs, etc. Et pour finir avec notre selle western, il y a souvent des fioritures un peu partout. Et d'ailleurs c'est fantastique je trouve, parce qu'autant en classique on est généralement dans la sobriété la plus totale, alors qu'en western, vas-y qu'une selle rose avec des fleurs gravées et une cavalière entièrement pailletée, c'est trop stylé. Évidemment, il y en a aussi des plus sobres, mais c'est une remarque que je me suis souvent faite dans les salons. Vraiment, mais vous brillez de mille feux quoi, c'est fou. Ensuite, on va pouvoir passer à notre selle classique dite anglaise, parce que j'en raconte, mais ça filoche quoi. Donc je pense que vous la connaissez plutôt bien, donc on va essayer d'y aller un petit peu rapidement parce qu'elle est quand même majoritaire dans nos contrées. Et on va prendre l'exemple d'une selle mixte à CSO.
Donc sur notre selle anglaise, il n'y a pratiquement pas de trousquin ni de pommeau, ce qui fait qu'on n'a pas grand chose à quoi se raccrocher à part l'espoir en cas de problème. Ensuite, elle est beaucoup moins lourde que sa grande sœur, la selle western, parce qu'elle ne fait que 7 à 10 kg en moyenne. Pour rappel, la selle western, elle faisait une vingtaine de kilos, donc c'est quand même le double en fait finalement. D'ailleurs, notre selle anglaise, on l'a fait en tout matériau, en fait, on l'a fait en plastique, en cuir, et globalement, elle peut être encore moins lourde que 7 à 10 kg. D'ailleurs, petit point culture, sachez qu'il en existe faites de liège, et bon, du coup, c'est un vrai poids-plume, ce qui peut être un gros avantage pour nos chevaux. Après non, je n'ai pas étudié le game des selles en liège, donc ça se trouve, c'est pas du tout bien, mais dans l'idée, ça peut paraître pas mal. Ensuite, les quartiers de la selle anglaise sont assez courts, les étriers sont chaussés relativement courts aussi à comparer de la selle western, ce qui a pour conséquence un contact direct avec le ventre du cheval. Donc comme je le disais, c'est tout simplement la proximité avec le cheval qui diffère entre western et classique. Le tapis de la selle anglaise, lui, il est assez fin, il est surtout là pour éviter les frottements plus que pour avoir un réel effet d'amorti, contrairement à la selle western. Et on a d'ailleurs aussi des amortisseurs par-dessus ces tapis qui sont eux plus épais et qui sont censés préserver le dos du cheval. Après, dans la réalité des choses, si la selle est adaptée, on n'est pas censé en avoir besoin et ça peut même avoir des conséquences pas folles du genre compression du garrot. Pas ouf du tout. Mais bon, on est tous d'accord, la selle parfaite qui n'a pas besoin d'amortisseur, c'est cool dans la théorie, mais dans la pratique, c'est pas toujours possible pour des questions de budget, de cheval parce que chaque cheval a un dos différent, ou encore de changement de morphologie brutaux. Voilà, c'est un bordel de choisir une selle en fait. Bref, on verra ça peut-être dans un autre podcast parce qu'on s'égare un peu. Maintenant que tout le monde se rappelle ce qu'est une selle, on va pouvoir passer au fight parce qu'on est quand même là pour l'action. Pour commencer, la position des selles, quelle qu'elle soit, donc classique ou western, elle est très importante. La surface d'appui de la selle sur le dos du cheval doit se faire sur la zone des côtes, mais pas sur les épaules ni sur les lombaires, donc dans une intervalle de 45 cm de long à peu près sur des chevaux standards. Ensuite, au niveau de la répartition des masses, selle western et selle classique n'ont rien à voir. On a vu que la western, elle faisait le double du poids de sa petite sœur classique, soit une vingtaine de kilos. Donc à première vue, on peut se dire que ça peut représenter un danger, etc. Parce que bon, ça ajoute quand même une grosse charge en plus du cavalier. Mais finalement, c'est peut-être pas totalement l'effet que ça va avoir. Si on prend le problème du point de vue de la répartition de la masse par rapport à la surface d'appui de ces deux selles, la pression au centimètre carré du dos du cheval est 3 fois supérieure avec une selle classique par rapport à une selle western. Autrement dit, plus simplement, votre poids sera 3 fois plus ressenti par le cheval en selle classique qu'en selle western. Donc finalement, les 10 kg de plus de la selle western, ils sont plutôt compensés. Pour faire court et pour expliquer un peu le DEL, parce que c'est pas forcément évident, les selles anglaises, elles ont une surface d'appui d'environ 1500 cm² et les selles western de plus de 2000 cm². Si on prend un cavalier, on l'imagine gambadé, classique, western, peu importe. Ce cavalier, il a une masse, c'est un fait, mais c'est pas un poids mort, puisque notre gugus, à chaque fois qu'il va se taper le cul au trot assis, sa masse va être démultipliée sur le dos du cheval, donc c'est pas cool pour le cheval, puisqu'il rebondit, ça fait mal au bout d'un moment. Donc pas cool, et c'est d'ailleurs pour cette raison d'amorti qu'on met des selles à la base. Pas folle la guêpe. En moyenne, on estime qu'un cavalier pèse 1,5 fois son poids au pas et 3 fois au trot et au galop, selon le tape-cul qu'on se prend, l'assiette qu'on a, etc. Pour un exemple de cavalier de 70 kg en selle anglaise, ça fait une pression de 140 grammes au centimètre carré au trot à peu près. En sachant qu'un cheval commence à souffrir de la pression à partir de 130 grammes par centimètre carré, on est quand même plutôt ric-rac. D'un autre côté, si on prend la même personne de 70 kg, tout pareil, sur une selle western, la pression exercée au trot et au galop n'est plus que de 100 grammes par centimètre carré, indépendamment du poids de la selle. Donc si on résume, la western, elle nous offre quand même un avantage non négligeable qui est sa diffusion des impacts sur le dos du cheval, finalement. Après précision qui a quand même son importance, ces valeurs, elles ont toutes été calculées sur des selles adaptées. Dans le cas de selles pas top pour le cheval, ça peut évidemment grimper très haut et créer des points de pression qui sont pas du tout souhaitables. Une masse qui ne se répartit pas uniformément sur l'ensemble du dos crée effectivement des points de pression qui causeront moult problèmes par la suite. Ces points de pression, ils peuvent par exemple causer des petits trucs de rien du tout comme des blessures superficielles qui sont globalement comme des ampoules pour nous, mais sur les chevaux. D'ailleurs, on le voit souvent au niveau du garrot et ça se traduit souvent par des petites plaies dues à la compression et au frottement de la selle. Ensuite, une fois que la plaie est résorbée, les poils qui repoussent deviennent blancs au niveau de l'ancienne plaie et j'imagine que vous avez tous rencontré cette particularité un jour parce que énormément de chevaux ont cette petite trace blanche au niveau du garrot. Et je trouve ça assez incroyable parce que ça veut dire que tous ces chevaux ont eu des selles non adaptées. Bon après ça peut aussi venir d'autres trucs, par exemple du fait qu'on n'a pas assez dégarroté le tapis, etc. Mais bref.
Pour en revenir aux points de pression, ils peuvent aussi causer des problèmes musculo-squelettiques pouvant demander l'intervention de l'ostéo dans les meilleurs cas ou causer des dommages irréversibles dans la démarche du cheval. Si notre cheval est gêné dans sa locomotion, il va prendre une mauvaise habitude pour avoir le moins mal possible, compenser son geste naturel, et ça va lui causer des problèmes qui vont se répercuter à d'autres endroits et qui suivront toute sa vie. Pour éviter ça, il faut donc une selle western ou classique adaptée à la morphologie de son cheval, aussi chelou soit-elle. On va rester un petit peu dans le game des points de pression et on va s'intéresser aux problèmes récurrents de nos selles, donc classiques et western. La classique, quand elle n'est pas adaptée et qu'elle est accompagnée d'un amortisseur comme c'est très souvent le cas, elle peut bloquer complètement le mouvement des épaules qui est pourtant indispensable et encore plus pour sauter. En plus de ça, on voit souvent des cavaliers empiéter sur les épaules en scellant sans faire exprès, ce qui a plus ou moins le même effet, ce qui n'est pas souhaitable et ce qui crée une déformation de la démarche, etc. etc. C'est pas bien. La western, elle a la fâcheuse tendance de créer également des points de pression au niveau du garrot. Elle, c'est pas du tout pour la même raison et on va voir ça tout de suite. Le sanglage d'une selle western, il se fait quand même pas mal en avant, et comme la selle est globalement assez longue, il arrive assez fréquemment que l'arrière de la selle se décolle. D'ailleurs, il se décolle tellement que dans certaines disciplines, on a ajouté une sangle à l'arrière du ventre pour prévenir ce genre de problème. Après, c'est des disciplines de fous furieux qui font que la selle se décolle parce qu'ils font des trucs de malade. Mais c'est pour dire que le problème existe quand même à la base. Sauf que ça, donc ce problème de selle qui se décolle, c'est pas cool, ça comprime le garrot et surtout ça bloque l'avant-main. Donc on peut vite partir dans des problèmes de locomotion, de compensation pas cool, etc. Donc finalement en fait c'est à peu près le même problème, mais pas causé par la même chose. D'ailleurs on va en profiter pour faire une aparté sur l'adaptation de la selle. On est tous d'accord, tous les chevaux sont différents, à chaque cheval sa selle, et ils ont tous plus ou moins leurs petits trucs chelous qui font qu'une selle standard, western ou classique aura plus ou moins de mal à fitter. En plus de ça, une morphologie ça évolue beaucoup et notamment la musculature qui peut faire passer un cheval d'un extrême à un autre en quelques mois, donc adapter sa selle c'est souvent un gros casse-tête. L'idéal ce serait évidemment d'avoir une selle sur mesure, mais elle pourra pas suivre les variations de morphologie si il arrête de travailler pendant quelques temps, si justement il prend du volume, que ce soit en gras ou en muscle. Et en plus de ça, ça coûte une blinde, donc globalement il existe la théorie et la pratique, et le tout c'est de trouver la meilleure formule en tenant compte de toutes les variables extérieures qui font que ça ne pourra pas être parfait. Bref, revenons à nos moutons, c'est-à-dire nos selles western et classiques. Tout à l'heure, on a abordé la répartition de la masse du cavalier sur le dos du cheval, mais il existe d'autres variables à prendre en compte comme la forme des selles, attention. Par exemple, la western, elle est beaucoup plus longue qu'une classique. Bon, j'en ai déjà parlé du coup avec le fait qu'elle se décolle, c'est un fait, c'est fait comme ça. Bref, donc ça convient de fait beaucoup moins bien aux chevaux à dos court. Une selle trop longue, ça tombera proche des lombaires, qui est une zone fragile et sensible, donc c'est plutôt à éviter. Et donc là, vous allez me dire, si les selles longues ne conviennent pas aux chevaux à dos court, ça veut dire qu'il leur faut des selles courtes et qu'on adapte la longueur de la selle à la longueur du dos. Alors oui, mais non en fait, c'est pas aussi simple que ça. En fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les selles les plus courtes, en fait, elles vont pas à grand monde, toute proportion gardée. Je précise quand même que quand je parle de selles courtes, on est vraiment sur des selles anglaises, puisque la western, elle ne rencontrera pas ce genre de problème de par sa formation. La première chose à savoir, c'est que même si le cheval a un dos très court, il vaut mieux éviter de vouloir à tout prix lui refourguer la selle la plus petite et la plus courte de la sellerie, pour la simple et bonne raison que vos fesses ne rétréciront pas avec la selle. À moins que vous pesiez 20 kg et que vous soyez aussi épais que des feuilles de joint, en théorie vous aurez quand même besoin de place pour vous asseoir. Plutôt logique jusque-là. Donc selle très courte égale on a moins de place pour poser nos fesses, égale on s'assoit plus sur le dossier que voulu, égale on crée un point de pression sous l'arrière de la selle, égale mal au dos. Et ça c'est accentué avec la position de dressage parce qu'on se met théoriquement encore plus en arrière, le bassin rétroversé dans la selle. Donc une selle adaptée c'est pas de souci, mais une selle trop petite ça peut poser problème. Bon après, je précise ça, mais c'est quand même plutôt du bon sens parce que de toute façon il faut que la selle soit adaptée au cavalier et au cheval. Mais de toute façon on va très rapidement le sentir en s'asseyant en fait. Si vous vous demandez l'effet que ça fait, imaginez-vous coincé dans une bardette de Shetland. C'est le level hard, mais globalement, ça se voit, on n'est pas à l'aise. C'est une selle trop petite, quoi, finalement. Donc, si on résume, le mieux c'est d'avoir une selle adaptée. Mais à défaut, il faut généralement mieux avoir une selle de gabarit plus large que plus étroite pour la simple et bonne raison de la répartition de l'impact de votre poids sur le dos du cheval et de la taille de vos grosses fesses. Même si elles sont pas si grosses que ça. Allez, c'est la dernière ligne droite, on a bientôt fini et on va se caler un petit fun fact avant la fin. Juste comme ça, quoi, par plaisir. Sachez que même si aujourd'hui elle est totalement adaptable et fabricable sur mesure, je sais même pas si ce mot existe, la selle western a été longtemps très peu adaptable contrairement à la classique. Donc là on s'offusque, mais que passo, Old El Paso, comment se fait-ce ? Rassurez-vous.
Tout ça c'est lié à une simple et bonne raison. Pour schématiser, on mettait des selles western sur une seule race de cheval, le quarter. Donc inutile de se faire chier à adapter, parce que globalement, même s'il existe plusieurs types de quarter, un quarter ça reste un quarter. On va généralement pas passer d'un énorme gabarit à un tout petit, donc pas de grosses modifs, donc pourquoi adapter la selle finalement ? Ceci dit, aujourd'hui il existe tout plein d'arçons différents pour les selles non sur mesure, c'est chouette, tout le monde est content, c'est adaptable très bien. Mais dans le passé, ça n'a pas toujours été ainsi. Donc si on résume notre point réflexion / recherche / tout ce que vous voulez, 1. La selle anglaise diffuse moins bien la masse parce qu'elle est plus petite. 2. La western elle peut comprimer le garrot parce qu'elle se soulève plus facilement à l'arrière. 3. La selle anglaise ne doit pas être trop petite pour nos fesses sinon catastrophe. 4. Nos chevaux sont tous chelous à leur manière donc à chacun sa selle chelou. Et 5. La selle quelle qu'elle soit doit être adaptée à notre cheval. Et donc on est bien emmerdé parce qu'on n'a pas de réponse à nos questions. Il n'y en a aucune qui fait vraiment la différence où on se dit la selle western est géniale ou la selle classique elle est fantastique. Ça rime en plus, mais c'est fou! Mais justement, le fait de ne pas avoir de réponse, ça nous amène à une conclusion simple, logique, toute trouvée. La selle parfaite n'existe pas, ni du côté western, ni du côté classique. Et ainsi, on en arrive à la conclusion. Ce qu'on peut dire donc, c'est que la selle universelle parfaite n'existe pas, il y a 1 million de paramètres à prendre en compte, comme la morphologie du cheval, la nôtre, ou encore ce qu'on veut faire comme activité. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi très important finalement. Globalement, on peut tout simplement pas comparer la selle western et la selle anglaise parce qu'elles ne servent pas du tout à la même chose et c'est comme si on comparait une passoire et une casserole. La casserole, elle est cool pour cuire les pâtes, mais elle est beaucoup moins pour les égoutter, tout simplement parce qu'elle est pas faite pour. Donc selle western et selle classique, c'est un peu le même d'elle. Donc en western, on peut faire de la longue distance, aller trier de la vache au KLM, mais on ira beaucoup moins sauter 110, alors qu'avec la selle anglaise, ce sera plutôt l'inverse. Ceci dit, pour juste du loisir, la selle western, elle paraît un petit peu plus respectueuse du cheval vis-à-vis de la répartition du poids du cavalier, même si elle rajoute en elle-même un poids considérable à comparer de la classique. Effectivement, si votre seule préoccupation c'est d'aller galoper à travers champs et non pas d'aller sauter des montagnes, en théorie la western pourrait être pas mal, mais après s'il y a une montre différente, etc., donc on va pas commencer à chambouler notre cheval, mais ça peut être une piste quelque part finalement. Donc arrivé à ce niveau, on pourrait être tenté de se dire tant pis, je monte sans selle, il n'y a aucune solution, aucune selle n'est parfaite, dans tous les cas elle sera pas adaptée, il y en a marre. Alors oui, mais non en fait, parce qu'on n'aura jamais une assiette parfaite, qu'on a les os des fesses pointus, on va en faire encore plus mal à notre cheval sur le long terme et que il n'aura aucun amorti de nos impacts sur son dos. Encore une fois, comme je le disais sur mon précédent podcast sur la monte à crue, une fois ou pas pendant 10 minutes, ok, pas de souci, 5 séances par semaine d'1 heure, ça va commencer à faire un petit peu beaucoup. Après, chacun fait ce qu'il veut avec son cheval, je ne suis personne pour juger. Moi, je vous donne les petits tips. D'ailleurs, à noter qu'il existe aussi des tapis de monte à crue qui, utilisés correctement, peuvent peut-être être pas mal. Je n'ai pas étudié le sujet, moi c'est juste un ressenti que j'en ai de loin, mais si vous voulez monter plus souvent à crue sans déglinguer le dos de votre cheval, ça peut peut-être être un d'elles à creuser. Par contre, je le précise, j'y connais pas grand-chose, mais ce que je sais, c'est que les tapis de monte à crue ne sont pas utilisés avec des étriers. Par pitié, parce que ça scie tout simplement le dos du cheval en deux et que c'est une catastrophe. Donc on va éviter de faire ça, mais utiliser correctement, il n'y a pas de souci, et ça peut même être une bonne idée. Donc bon, je vous laisse étudier le sujet, peut-être que je le ferai dans un autre podcast, à voir, on verra. Donc sur ce, je vous lâche la grappe, je vous laisse vous abonner sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, etc. Sur les diffuseurs de podcasts, je vous laisse noter le podcast, d'ailleurs sur ces diffuseurs. Je vous laisse commenter si ça vous fait plaisir, me contredire, ajouter des trucs, bref, faites vraiment ce que vous voulez, un like, nanana, faites ce que vous voulez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, bisous!